tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'autrice hybride en genre et en mode d'édition, Ingrid Lemaire, qui a auto-publié son dernier roman, Cris dans le chaos. Alors, si je vous fais un petit récap de sa liste de livres, nous avons des livres en catégorie développement personnel, food fighting, comment gagner le combat et faire la paix avec la nourriture émotionnelle, écrit avec Marie Butita, j'espère que je prononce bien, et publié aux éditions First. Un tour du monde végan et minimaliste en autopublication également. Dans la catégorie fiction, nous avons donc Le Cri dans le chaos, tome 1, puis le tome 2, qui est en cours d'écriture, je crois, qui s'appellera Chant des étoiles et qui, normalement, si tout se passe bien, paraîtra en octobre 2025. Nous avons également un futur roman qui s'appelle Eclipse, qui est sous contrat avec une agence. Et dans la catégorie nouvelle, écriture collaborative, c'est comme ça que je l'ai désigné, nous avons le recueil de Nakamoto, publié chez PVH Éditions, et Pont des Arts, qui est une histoire collaborative et une série audio immersive, coécrite par une quinzaine d'écrivains et produit par J'écris un roman, l'école d'écriture en ligne d'Ingrid, justement, avec un scénario de Stéphane Pavanelli. Voilà pour la liste. Bonsoir Ingrid et bienvenue sur le podcast. Merci. Ça va ? Ah ouais, très bien. Un peu chaudement peut-être ? Ouais. Alors, si nous commencions par un portrait de la personne et l'écrivaine que tu es. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Je dirais que je suis en transition, mais qu'au début, j'étais une écrivaine un peu de l'enthousiasme et de la découverte, qui avait envie d'écrire des tas de trucs, d'expérimenter des tas de choses. Mm-hmm. Et petit à petit, on écrit des romans. Voilà, j'écris le 5e. On se rend compte de ce qui fonctionne pour nous aussi, de ce qu'on doit écouter. Et là, je me calme un peu. Mm-hmm. Je suis plus sélective sur les romans que j'écris. Néanmoins, je reste dans des genres liés au futur, la science-fiction, le space opéra. Il y a plusieurs raisons à ça. La principale est que je m'inquiète pour notre futur et que j'ai besoin d'exorciser ça. Il y a aussi une dimension psychologique très forte, que ce soit sur le développement personnel, mais même en SF. Parce que je pense sont des thématiques qui me parlent beaucoup et parce que j'ai vécu certaines choses, on va dire, que je restitue beaucoup dans les romans et qui sont un peu un exutoire. D'accord. Surtout au début, c'était ça. Et puis petit à petit, là, j'évolue vers on enlève un peu ce côté exutoire et on part vers le côté qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce roman avant de se poser la question. D'accord. Et si tu devais nous dire quelques mots sur ton parcours d'autrice ? Oui, d'autrice ou de toi-même, ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. En réalité, il y a justement la vie alimente beaucoup parce que moi, dans la vie, je suis ingénieure dans l'énergie. Et ça alimente énormément aussi le fait d'écrire de la science-fiction, de l'imaginaire, d'imaginer nos futurs. Et à côté de ça, donc, je suis coach pour auteurs et j'anime une école d'écriture. Et ça, pareil, c'est indissociable des romans que j'écris. D'accord. J'ai appris à écrire grâce à l'école d'écriture et l'école d'écriture, enfin bref, vice-versa. Et c'est vrai que du coup, ce que j'écris ensuite, c'est un mélange de toutes ces influences-là. Et pour ce qui est du côté, quelle autrice je suis, quels sont les romans que je choisis, etc. Justement, je suis une autrice qui évolue beaucoup et qui teste quand même encore pas mal de choses. D'accord. Des formats différents, des styles d'écriture très différents. Il y a des grosses différences de style dans les romans que j'ai écrits entre typiquement le space opéra, le roman Eclipse qui est plutôt du jeune adulte très sombre et le roman de science-fiction que j'ai écrit l'an dernier, que je suis en train de soumettre à des éditeurs. D'accord. J'expérimente encore en fait. Ok. Et comment tu en es venue à écrire un jour ? Qu'est-ce qui t'a fait enfant te décider à écrire ou qu'est-ce qui t'a fait adulte donner envie de devenir écrivain ? J'ai pas de réponse parce que j'ai toujours écrit. D'accord. Depuis que je sais prendre un stylo dans mes mains. J'ai un petit livre sur mon bureau. Bon, là, je suis en train de déménager, mais que j'ai écrit quand j'avais 6 ans. Bon, c'était pas très, très intéressant, mais avec des pages, un début, une fin, marqué fin, mon nom.
Et du coup, c'est vrai que je fais vraiment partie des personnes pour qui c'est une évidence. Après, j'ai quand même eu des pauses aussi, notamment quand j'ai fait mes études supérieures, parce qu'elles étaient très demandeuses en énergie. Mais je suis revenue assez vite à l'écriture dès que j'ai eu un peu de temps. D'accord. Parce que, en fait, j'en ai toujours eu besoin, j'ai toujours besoin d'écrire et de lire des livres. D'accord. Et pourquoi du développement personnel, du coup ? J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, mais je pensais jamais écrire de livres de développement personnel un jour. Mais en fait, c'était le meilleur moyen pour délivrer le message que j'avais, qui était qu'on peut guérir donc alors la nourriture émotionnelle, c'est un peu ça le titre du livre. En réalité, il s'adresse à toutes les personnes qui ont des soucis avec leur alimentation. D'accord. Et qui ont une voix dans leur tête qui les pousse à manger différemment de ce qu'ils devraient. D'accord. Et en fait, j'ai commencé par un podcast parce que j'adore l'audio et que j'animais pas encore le podcast du Café des auteurs, et je me posais déjà cette question parce que tout ce média audio me plaisait bien. Et grâce au podcast, je suis allée pitcher mon livre chez First et ils m'ont dit OK. D'accord. Mais je pensais jamais que j'écrirais ce livre. D'ailleurs, si j'avais pas pitché le livre chez First, je l'aurais probablement pas écrit. Au moins, on apprend mieux dans mes romans que dans ce livre de développement personnel. D'accord. Et du coup, si on revient à tes romans, si tu devais nous pitcher, par exemple, Un cri dans le chaos, qu'est-ce que tu nous dirais ? Que c'est un space opéra plein d'aventures dans un univers basé sur la méditation. D'accord. Donc, on a un pilote qui commence à avoir des visions et c'est pas terrible quand on est censé contrôler son esprit, donc méditer au quotidien. On a une légionnaire qui doit infiltrer un vaisseau où elle va devoir méditer en continu. Et on a une journaliste qui commence à se poser quelques questions sur le passé et à remuer un petit peu le passé. D'accord. Et évidemment, les trois destins sont liés et vont sûrement déclencher un cataclysme. Ok. Tu nous parlais tout à l'heure de ton intérêt pour comment on appelle ça ? J'ai le mot sur le bout de la langue. Tu l'as dit en plus. L'environnement. Du coup, il y a toujours une part d'environnement aussi et de questionnement sur l'environnement, les énergies dans tes romans ? Alors, à plus ou moins différents degrés, mais oui. D'accord. Justement, un de mes objectifs avec l'univers de Cri dans le chaos, Chant des étoiles et Éclipse se passe dans le même univers. Et un de mes objectifs avec cet univers-là, c'était justement qu'il n'y ait pas de questions environnementales, que ce soit évident que les gentils, parce qu'il y a quand même un camp méchant qui est différent, mais que les gentils, entre guillemets, soient en harmonie avec la nature, ne détruisent pas les planètes sur lesquelles ils passent de leur mieux, soient économes en énergie. D'accord. Alors ça part dans des proportions d'ailleurs, donc c'est assez intéressant, je me suis un peu amusée avec ça, mais globalement que ça ne soit pas un sujet de se demander si on va détruire une planète ou pas. D'accord, et c'est comme ça que tu trouves ton inspiration du coup sur des débats et des sujets environnementaux, ou tu t'es posé d'autres questions pour écrire tes histoires ? Je dirais que oui, forcément, vu l'actualité climatique, ça questionne. Typiquement, mon roman Où germe l'ouragan, dont on n'a pas parlé parce qu'il est en soumission, était complètement impacté par la canicule de 2022. D'accord. Je l'ai écrit juste après, et c'est là pour le coup du vrai climate fiction, c'est-à-dire et si les humains avaient détruit la Terre au point que le climat soit parti complètement en vrille et que la Terre soit balayée par des ouragans. Mais sinon, c'est pas forcément non plus la réflexion principale que j'ai de me dire est-ce que, que l'énergie n'est pas la raison d'être des romans. J'essaie de trouver autre chose, justement, d'autres façons. Typiquement, dans le Cri dans le chaos, en fait, c'est un univers basé sur la méditation, et ça, c'est quelque chose qui me plaît bien plus, parce qu'on sait qu'il ne faut pas détruire la planète. Oui. Ça ne m'intéresse pas de le dire again and again, même Où germe l'ouragan. Au début, je me disais, est-ce que vraiment je vais dire quelque chose de nouveau dans ce roman ? Alors du coup, j'ai trouvé une autre façon, je ne spoilerai pas, mais qui n'a rien à voir avec l'écologie, finalement, on va dire, sur le message global du livre. Et c'est vrai que typiquement, un des romans que je vais écrire cette année, c'est justement de la science-fiction positive, donc qui propose autre chose. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je suis pas en train de redire encore et encore des choses qu'on sait tous, mais d'essayer d'explorer d'autres modèles. D'accord. C'est comme ça que tu fais ton inspiration et tu essayes de répondre à tes propres questions, ce que tu aimerais changer, ce que tu aimerais voir dans la réalité. En tout cas, j'imagine qu'on pourrait trouver des solutions. Après, celle du roman d'SF positive, c'est un peu le voyage dans le temps, donc on n'y est peut-être pas encore. Ah oui. Mais c'est sûr que je trouve que ça oxygène l'esprit aussi d'envisager les scénarios positifs. D'accord. Si on revient sur tes débuts, tu nous disais tout à l'heure que tu as un petit livre que tu as écrit quand tu étais toute petite. Comment ça t'est venu l'idée d'écrire cette petite histoire ?
Ah, je sais pas, j'avais 6 ans. Je pense que c'était évident parce qu'il y avait des livres tout autour de moi. Mhm. J'ai une famille de lecteurs. Et je sais, la seule chose que je me souviens, c'est que chaque fois qu'ils m'ont offert un livre, alors les premiers livres que j'avais, c'était Les Fantômettes, ils me le mettaient dans les mains, je le finissais direct. Et ça a énervé tout le monde parce que du coup, c'était des cadeaux pas très efficaces dans le temps. Bah oui. Et du coup, je pense que j'ai juste voulu faire pareil et faire mon livre à moi aussi, quoi. Mais j'étais très jeune, donc j'ai pas de souvenir de ce moment-là. Et est-ce que tu te souviens peut-être de tes écrits d'adolescente ou ouais, de ça tes... Ça, oui. Très, très bien. Ah. Parce que justement, mes écrits d'adolescente ont commencé à un moment très précis. Je pense qu'avant, tout le monde imagine des petits trucs, mais un jour, j'ai vraiment pris une feuille et j'ai dit, OK, je vais écrire une histoire, elle va s'appeler Chaos. Le personnage s'appellera Ellie Harris. En fait, à 12 ans, déjà, j'ai écrit certaines choses qui sont écrites dans le chaos. D'accord. Et ça, j'en suis extrêmement fière d'avoir écouté Ingrid, 12 ans, quand j'ai voulu écrire ce roman-là. Ah bah oui, effectivement, tu t'es inspirée, tu as développé ton histoire, c'est cool ça. Et en fait, après, effectivement, il y a eu plusieurs influences, parce que ça, c'était un peu influencé par les BD Yoko Tsuno, notamment, BD de science-fiction un peu jeunesse, que j'adorais. Et ensuite, évidemment, j'ai évolué, j'ai découvert notamment Seigneur des Anneaux. En découvrant Seigneur des Anneaux, j'ai découvert tout un monde. Oui. Et du coup, pareil, j'ai étoffé l'univers que j'étais en train de créer aussi par rapport un petit peu à ça. Alors, en prenant certaines directions sur lesquelles je suis parfois revenue parce que ça me ressemblait pas. Et du coup, l'univers a grandi avec moi. Et la méditation, je l'ai juste rajouté dedans et ça marchait très bien parce que j'étais déjà quelqu'un de sensible au côté psychologique. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'ado, déjà, c'était de l'imaginaire. J'imaginais un univers. Il y avait déjà cette question dans mes romans. Il y a souvent des romances FF entre deux femmes. Et c'était déjà le cas quand j'avais 12 ans dans cette romance-là du livre. D'accord, ah oui, c'est une histoire qui te tient à cœur depuis longtemps. Ouais, cette histoire-là, en tout cas particulièrement, qui a un petit arc du roman global, mais tout à fait, ouais. Et j'ai pas voulu la laisser, je ne voyais pas pourquoi je la laisserais de côté. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé, adulte, du coup, à te publier, à écrire des livres et à devenir une écrivaine ? C'est une vraie question parce que j'ai pas décidé de publier des livres. D'accord. J'ai décidé d'écrire ce fameux roman-là que Ingrid ado a imaginé. Je pense que c'était ça la vraie question qu'il y avait et j'en avais rien à cirer de la publication vraiment. D'accord. C'est quelque chose qui, je pense, fait que je me suis amusée tout au long. Parce que justement, je voyais pas du tout d'objectif de le publier. Je voulais juste écrire un livre super génial qui me plairait. Il a aussi été un peu inspiré par le jeu StarCraft 2, qui est un jeu qui se passe dans l'espace. Et du coup, pour moi, pareil, je voulais qu'il y ait plein d'aventures, etc. Et c'est vrai que du coup, je pense que j'avais pas du tout cette question de la publication. D'accord. Après, on s'imagine toujours qu'il peut y avoir un miracle. Mais je m'en fichais, j'avais pas de date. Je voulais juste le terminer, en tout cas au début. Et finalement, il y a eu quelques petits imprévus. Je suis allée faire le tour du monde en plein milieu de l'écriture du roman, donc c'était pas terrible. Et quand j'étais en voyage, je me suis dit, OK, en fait, on était vers Noël 2017, et je me suis dit, l'année prochaine, 2018, avant la fin d'année, j'ai au moins écrit le roman, parce que par contre, je faisais tous les travers des auteurs débutants qui recommencent en boucle, qui ne savent pas écrire une histoire, qui n'ont pas préparé comme il faut et qui du coup font n'importe quoi. Et c'est vrai que tout ça, je l'avais, et je me suis dit, non, mais je veux le faire, donc en 2018, je le termine. Et je l'ai terminé le 31 décembre, pendant Nouvel An, pendant la soirée. Mes copains m'ont détesté, mais je l'ai terminé. Ah c'est cool ça, c'est bien de tenir ses objectifs. Ouais, j'aurais pu attendre le lendemain quand même, mais non, il fallait que je le fasse. C'était le moment où l'histoire était présente et qu'elle voulait sortir peut-être. Ouais, c'est ça. Et se dire que notre premier jet, notre histoire en entier est sortie, ça fait du bien aussi, je pense. Oui, je pense qu'il y avait plusieurs choses en réalité. J'étais très contente de le faire aussi et mes copains m'ont pardonné parce que quand même, ils ont vu que c'était important pour moi. Et une fois que tu as eu terminé, tu t'es dit, ça y est, je me lance, ou ça a pris aussi un petit peu de temps pour... Tu parles de la publication en indépendante ? C'est ça. Alors, du coup, Écrit dans le chaos est sorti en juillet 2024 et j'ai terminé le premier jet en 2018. 6 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 ans ? La réécriture a été très longue parce que c'était quand même mon premier roman terminé. Et du coup, j'avais aussi un boulot de réécriture assez énorme, beaucoup de travers de débutante. Et du coup, la réécriture a pris vraiment pas mal de temps. La bêta-lecture aussi, j'ai fait 2 cycles de bêta-lecture où vraiment j'apprenais tout en même temps en fait. D'accord. Parce que je faisais un peu de bêta-lecture, mais mon roman entier, il y avait des tas de trucs qui allaient pas, donc c'était vraiment quelque chose de long et des choses que je voyais chez les autres, mais que j'arrivais pas encore à comprendre chez moi. Et du coup, je crois que j'ai terminé la réécriture vraiment avec les bêta-lectures
à l'été 2022. D'accord. Et ensuite, j'ai cherché un éditeur. Parce que, en fait, moi, je suis plutôt partie des autrices qui rêvent d'un contrat d'édition et d'un partenariat avec un éditeur de confiance. Et ça fait partie un peu du côté esprit d'équipe que je trouve dans l'écriture et qui est pour moi indissociable de l'écriture. Et du coup, l'édition aussi, c'est un esprit d'équipe quand on a un éditeur, alors que quand on est indépendant, c'est différent, même si on peut créer ça. C'est pas la même gestion, oui. C'est ça. Et moi, je rêvais du coup de trouver un éditeur. Et du coup, en 2022-2023, j'ai cherché. Et ce qui s'est passé et qui m'a décidé à publier en indépendant, c'est un peu triste, mais c'est qu'en décembre 2023, la personne qui m'a fait découvrir les livres, l'écriture, qui avait un amour des livres, etc., à savoir mon grand-père, est décédé. Et moi, je voulais qu'il lise ce livre. Je sais pas, j'ai pas les mots pour expliquer à quel point ce livre, limite, je l'écrivais et je lui donnais les chapitres au début, en 2015, etc. Et c'est très émouvant. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu un électrochoc de me dire mais pourquoi tu n'as jamais terminé ce livre et tu l'as jamais publié alors que c'est quelque chose d'énorme que tu aurais partagé avec lui et la seule personne avec qui tu avais envie de le partager, c'était lui. Et du coup, je me suis un peu pris un électrochoc. Je me dis, tu vas attendre combien de temps encore 1 an, 2 ans Tu vas faire quoi? Tu vas chercher des éditeurs sur la terre entière? Qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, ça a été un peu dur, mais je me suis dit, je vais le publier. Et du coup, je lui ai dédié le livre et je l'ai publié 6 mois plus tard. Là, c'était bon, ma décision elle était prise, c'était parti. C'est vrai que je suis allée un peu à reculons aussi dans le côté auto-édition parce que j'étais déjà entrepreneur et j'avais déjà, via les réseaux sociaux en plus, donc ce côté entrepreneuriat, trouver des personnes, communiquer, créer du contenu. Ça fait beaucoup. Je voulais pas y aller une deuxième fois parce que c'était complètement différent, il fallait tout recommencer, quoi. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. On se rend pas compte, je pense, quand on est un lecteur d'un auteur auto-édité, du travail qu'il y a derrière et de la façon dont on a tout à gérer, parce que du coup, c'est pas la maison d'édition ni des agents de communication qui vont communiquer, c'est tout le travail repose sur l'épaule de l'auteur et on n'est pas forcément, entre guillemets, éditeur, on n'est pas forcément non plus un spécialiste en communication et quand on doit tout faire tout seul, entre guillemets, parce que je pense qu'on s'associe quand même avec peut-être des personnes pour nous aider, des experts qui peuvent nous apporter des éléments. Ouais, ça va être sur le côté écriture, bêta lecture, publication, mais en communication, on est tout seul. Et d'ailleurs, même ceux qui sont édités en maison d'édition sont globalement un peu tout seuls, même certaines grosses ne font rien. Enfin, c'est rare, en fait, les maisons d'édition qui communiquent bien pour les auteurs. Et c'est vrai que du coup, en réalité, j'aurais trouvé un éditeur, j'aurais sans doute dû faire ce boulot de com, mais il n'y avait pas que la com. Du coup, là, il y avait il y avait tout. C'est vrai que je voyais vraiment un peu une montagne en me disant ah ouais, non, j'y vais pas. Et je pense que c'était ça aussi qui faisait que ça m'arrangeait bien aussi de me prendre des refus d'éditeurs. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais que je suis restée un petit peu dans cette espèce d'incertitude pendant 2 ans, quoi. Parce qu'en réalité, j'aurais très bien pu faire mieux, enfin, en tout cas, me dire, je fais X éditeur, et si c'est non, je fais un plan d'action. Mais là, je pense que j'avais pas envie, d'aller dans ce côté auto-édition, ou en tout cas que je sentais venir la difficulté. Après, finalement, alors, il y a des personnes qui disent que c'est parce que j'avais déjà une grosse communauté sur l'écriture, donc c'était plus facile de rediriger, mais je suis pas tout à fait d'accord. Ce sont des personnes très différentes qui suivent. J'écris un roman, mon école d'écriture, et qui suivent mes aventures d'autrice de SF. Oui. Mais c'est vrai que du coup, on était à Noël 2023 et mon compte Instagram d'autrice était quasi inexistant. Et du coup, j'ai passé 6 mois à vraiment peaufiner ce lancement du livre. Et ça a plutôt bien fonctionné, en fait. J'étais agréablement surprise de voir notamment le côté curiosité d'Instagram, le côté nouvelle autrice, le fait que d'écrire dans un genre un peu biscornu, mais du coup qui attire un petit peu les personnes qui aiment ce genre biscornu. Enfin, je trouve qu'on peut clairement se faire une place, même en démarrant de rien. Tout à fait, tu as raison et tu as eu tout à fait raison, je pense, de te lancer. Et maintenant que tout ça c'est fait, que tout ça s'est lancé, qu'est-ce que tu pourrais partager comme retour d'expérience sur la situation ? C'est une très bonne question parce que justement, je me questionne beaucoup en ce moment sur la part de l'écriture dans ma vie et d'être publiée indépendamment. C'est quand même un travail de fou. Oui. Et j'ai la chance d'être à temps partiel, etc. Et c'est vrai que du coup, ça aide pas trop à avoir du recul. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut du temps. Et c'est vrai que je vois des personnes qui se lancent alors qu'elles sont mamans, avec un métier prenant, etc. Je trouve que tout est possible. Clairement, il suffit juste de prioriser. Oui, ou de s'organiser. Son énergie, ouais.
Alors, il y a l'organisation, il y a la priorisation. Mais moi, j'ai fonctionné comme ça typiquement pendant toute cette année parce que, notamment Pont des Arts, la série audio dont tu as rapidement parlé, m'a pris un temps fou. Ah, j'imagine. Et en plus du fait que j'étais en train de terminer le tome 2 des Guerriers de l'Esprit, la suite de Cris dans le chaos. Alors oui, j'ai été très organisée. Oui, j'ai terminé mes projets à temps. Mais j'étais épuisée en juin. Mais quand je dis épuisée, vraiment, je me suis jamais vue dans un état comme ça. Aussi vite. Et je ne travaille pas le vendredi. Enfin, le vendredi est vraiment dédié au côté écriture, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de garder en tête que c'est notre énergie et notre santé à priorité. Et c'est vraiment ça, limite, le retour que j'aurais à faire. Parce qu'en fait, oui, on peut tout faire. Je suis en train de dire que j'ai démarré plus ou moins de rien et que j'ai quand même vendu assez rapidement mes 100 exemplaires de Cris dans le chaos au bout de quelques jours, etc. Oui, on peut, même avec un emploi du temps très chargé, parce que bon, je pense quand même être... alors, j'ai pas d'enfant, mais sinon, j'ai quand même un boulot salarié assez prenant, puis l'école d'écriture, puis l'écriture. Oui, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que c'est possible. On peut soulever des montagnes quand on le veut. Ça, j'en suis persuadée. Mais il faut pas oublier notre énergie, quoi. Et du coup, même si c'est, par exemple... alors moi, je le savais, typiquement pour Pont des Arts, on s'est dit, on publie à telle date. Je me disais, je mets le paquet. Et après, c'est pas le repos. Mais du coup, le repos... c'est une redescente un peu quand on a vraiment donné énormément d'énergie pendant des semaines, des mois. J'imagine, oui. C'est toute une préparation, un projet que tu vois aboutir, que tu as donné tout ton temps, entre guillemets, tout ce qui te restait comme temps sur ta semaine. Et j'imagine que ça doit être vraiment épuisant. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quand même une source de joie et c'est ça qui nous motive. Mais c'est vrai qu'on a du mal quand on est dedans, on se rend pas compte qu'on est en train de bouffer toute notre énergie. C'est quand on arrête. Et là, on se dit, ah ouais, non, là, j'ai abusé. Donc, on va dire que je pense que tout est possible et qu'on peut faire des miracles en auto-édition, sur les réseaux sociaux, etc. Les gens sur Instagram est rempli de personnes bienveillantes qui ont envie de découvrir des livres, il ne faut pas l'oublier. Mais par contre, effectivement, attention à l'énergie. Ah oui. On retient le petit conseil de ne pas tout donner tout en donnant. C'est un peu compliqué, exactement. Mais ok. Et est-ce que tu te souviens de la joie ou de la tristesse ou du sentiment que tu as eu quand tu as vu ton premier roman publié, que tu t'es dit, ça y est, j'ai signé un contrat, mon livre, il va sortir? Alors, le contrat, du coup, que j'ai été très touchée par le fait de signer mon premier contrat pour de la fiction, là, cette année, mais c'était pour une nouvelle, donc c'est quand même assez différent. Et vraiment, d'avoir écrit une histoire qui se retrouve dans les librairies, c'était très touchant. Mais bon, c'est une nouvelle, c'est quand même assez différent comme expérience. Par contre, quand j'ai vu Cris dans le chaos la première fois, j'aime bien raconter ça parce que tout le monde pose cette question, idéalise un peu le truc. Et moi, je dis, mais moi, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était l'épreuve d'Amazon, imprimée sur du papier minuscule, et du coup, il était moche comme tout. Du coup, je me suis dit, ah, mais non. Mais par contre, effectivement, c'est un aboutissement et c'est un moment très riche en émotions. Et j'ai eu beaucoup de moments comme ça, où, par exemple, on va le signer pour des amis, pour des proches, des personnes qui nous tiennent à cœur, qui l'ont acheté pour X raisons. Enfin, il y a plein de moments comme ça qui sont très, très précieux. Le fait qu'on va faire notre première dédicace, etc., c'est des choses qui je trouve, font énormément de bien parce que on crée quelque chose de concret, on crée un objet, quoi, alors que c'est parti que de notre esprit et de notre imagination. Et il y a une magie incroyable là-dedans qu'on a un peu tendance à oublier quand on est tête dans le guidon, auto-édition, il faut que je vende des livres, il faut que je fasse ci, il faut que je poste sur Instagram, etc. J'imagine. Et justement, j'aime beaucoup le fait d'avoir aussi ce côté, l'école d'écriture, état d'esprit et tout, où j'en parle de temps en temps en disant, mais on n'oublie pas que déjà, il y a des personnes pour qui rien que trouver du temps pour écrire 10 minutes dans la semaine, c'est compliqué. Et moi, j'ai quand même tout donné et j'ai réussi à avoir mon livre terminé, corrigé, publié, tout beau, mis en page, parce que j'ai fait la mise en page aussi, et ça, c'était très, très chouette. Ça m'a fait très plaisir, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, on se retrouve avec le livre dans les mains, et là, c'est assez émouvant. Et en plus, Amandine Peter, qui était mon illustratrice, m'a fait une couverture absolument magnifique. Donc, c'est vrai que, par contre, quand j'ai vu la couverture aussi, petite larme. J'imagine, ça doit être une émotion, après tout un travail rendu, de voir enfin l'objet livre qui sort pour de bon. Et si on parlait maintenant de tes habitudes, peut-être que tu en as, peut-être que tu n'en as pas, avant de te lancer dans ta séance d'écriture, est-ce que tu fais partie de la team j'ai des habitudes et des rituels, ou est-ce que tu peux écrire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment? Je peux écrire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, avec un mini rituel. D'accord. Je fais une boisson chaude et je la mets à droite de mon clavier.
Voilà. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Mais sinon, après, plus sérieusement, j'écris dans les lieux publics principalement. J'ai très peu écrit. J'ai écrit 5 romans et un livre de développement personnel que j'ai très peu écrit chez moi, alors que j'ai une installation de fou. Ça fait réfléchir d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était dans les lieux publics que j'avais la meilleure concentration. D'accord. Et du coup, j'ai principalement écrit dans des lieux publics tous mes romans. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que les lieux publics que je connais, parce que j'ai voyagé dans pas mal de villes, quand c'est un café, parfois ils ferment le soir et je me retrouve à écrire dans des bars, au milieu d'un bar où il y a un boucan d'enfer. Ah oui. Je fais courir mes amis de dire mais comment tu peux écrire dans cette situation? Je dis mais c'est là que j'écris le mieux, ça éteint complètement les pensées autres et je suis juste obligée d'écrire. D'accord, c'est pas mal comme rituel. Je retiens. J'ai jamais testé pour l'instant d'écrire ailleurs que chez moi. J'avoue que mon rituel, c'est mon ordinateur, mon petit bureau, ma petite chaise et mon cappuccino, bien entendu. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'écrire. Ouais, voilà, et je trouve que c'est un cadre cocon que tu as et qui t'est créé. Et c'est vrai que moi, le lieu public remplit un peu ce côté cocon aussi. Mais en même temps, c'est intéressant de tester d'autres façons d'écrire, surtout, je trouve, pendant la phase de réécriture où on a besoin de sortir justement de notre contexte et d'avoir des autres points de vue. Autant le premier jet, je vais être du coup full lieu public. D'accord. Je suis dans mes habitudes, j'écris sur le même truc tout le temps. Et par contre, alors si je suis bloquée, j'écris à la main, mais c'est tout. Mais sinon, pour par exemple la réécriture, je sais que j'ai fait des tas de trucs bizarres et variés pour avoir des autres points de vue, écrire différemment. Et voir ton texte autrement. Et voir le texte autrement, et même démarrer des scènes et des trucs que des rajouts autrement, quoi, dans un autre contexte. Et ça fait énormément de bien, ça apporte de la fraîcheur au texte. D'accord, ok. Et si on passait maintenant à ton actualité. Donc on a noté déjà tout à l'heure que ton tome 2 du Cri dans le chaos va sortir en octobre 2025, que tu as un roman en cours de signature avec une maison d'édition, mais est-ce que tu as une prochaine sortie ou d'autres projets qui t'occupent pour le moment ? Alors Eclipse est chez un agent, il n'est pas en signature avec maison d'édition. Justement, c'est un peu ça mon projet, c'est de voir qu'est-ce que je vais en faire, comment je le publie, parce que notamment j'ai une amie qui a lu Cri dans le chaos et Chant des étoiles, qui a donc bêta lu, et qui m'a dit passe-moi Eclipse, je veux rester dans ton univers. Je lui ai donné, elle m'a dit Ingrid, c'est ton meilleur livre. Je lui ai dit oui, je sais, parce qu'il est très personnel, très sombre, très intime, et il parle d'une héroïne qui se défait d'une addiction et qui gagne contre la voix dans sa tête qui la dénigre en permanence. D'accord. Et j'en ai parlé, c'est mon histoire, ça, c'est l'histoire aussi de food fighting, c'est l'histoire de ma vie un peu. Et c'est vrai que j'ai très envie, du coup, dans les mois qui viennent, de trouver une solution pour publier ce roman, que ce soit un éditeur. Donc j'ai fait quelques soumissions. En fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai fait des soumissions en jeune adulte. En fait, finalement, je me rends compte que c'est très adulte. D'accord. Voilà. Mais du coup, je pense que dans les mois à venir, l'idée, ça serait de publier ce roman, ou en tout cas de trouver si je le publie en indépendant ou chez un éditeur. J'ai un autre roman qui est en soumission chez des éditeurs, donc Où germe l'ouragan, qui est lui aussi terminé. D'accord. On est sur hard science-fiction. Et lui, pareil, à voir, mais ça sera peut-être celui qui sera publié après Eclipse, on verra comment. C'est vrai que sinon, le reste des autres projets, j'ai des débuts de romans, le truc que je dis de pas faire, d'avoir un début par-ci, un début par-là. Parce que notamment, il m'est arrivé beaucoup de choses personnelles cette année. J'ai été un peu secouée dans tous les sens. Et du coup, je me laisse cette liberté d'écrire. J'ai parlé du roman de SF optimiste. J'en ai un qui est beaucoup plus dark, évidemment, parce que c'est quand même un peu quelque chose que j'aime beaucoup, écrire des trucs dark. Et aussi un truc un peu feel good qui est sorti là en juin, alors que je me faisais pareil un peu tourner dans tous les sens dans la machine à laver de la vie, quoi. Et c'est vrai que du coup là, pas forcément en dehors de ces projets-là qui sont finis, là je suis sur du début de premier jet de qu'est-ce que je vais faire, et c'est une énergie que j'aime beaucoup aussi, de se laisser cette liberté de créer et d'imaginer des tas de choses. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est la phase que je préfère. C'est la phase du premier jet. Quand tu sors ton histoire, que tu racontes ton intrigue en gros, ça, c'est le moment que je préfère dans l'écriture. Et il y en a qui sont même pas premier jet d'ailleurs. Le feel good et le truc dark, c'est juste de la préparation. Mais rien que je suis d'accord avec toi, rien que cette étape-là de préparation, c'est l'étape où tout est possible et tout. Oui, t'as toutes les idées qui fusent, c'est super agréable de te dire tiens, je pourrais faire ça et puis ça, c'est trop génial. J'adore, moi en tout cas. Et si on veut te rencontrer et avoir une dédicace de tes romans, où est-ce qu'on peut te rencontrer prochainement ? Est-ce que tu as des salons de prévus ou des séances de dédicace ?
Alors, la prochaine est en Rhône-Alpes, c'est le salon des Aventuriales, un salon d'imaginaire que j'aime beaucoup, D'accord. où j'aurai notamment Cri dans le chaos, et normalement, si tout se passe bien, la suite aussi en avant-première. Mhm. Sinon, pour les salons, il faudra plutôt attendre 2026, où je serai normalement à Grès Imaginaire et aux Imaginales. Ah, cool, les Imaginales, c'est bien ça. J'y étais déjà ce printemps-là, D'accord. avec juste Cri dans le chaos et mon recueil de nouvelles. C'était une expérience un peu le baptême du feu d'aller avec juste un livre aux Imaginales, mais on me l'a proposé un petit peu en dernière minute et je me suis dit let's go. Et c'était super. Ah bah j'imagine, ça doit être une très très belle expérience. Moi je ne l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore visité parce qu'à chaque fois ça tombe un week-end où je peux pas, donc j'espère que l'année prochaine ça sera bon. J'aimerais vraiment y aller, au moins pour découvrir tous les retours que j'ai eus de mes camarades qui y sont allés et qui ont trouvé ça génial. Mais bon bref, donc on note pour 2026 que tu auras un petit planning de séances de dédicaces et les aventuriales pour la fin de l'année. Si on passe maintenant à la catégorie conseils, est-ce que tu as des conseils de lecture ou d'écriture, en sachant que tu as quand même une école d'écriture, ou les deux, comme tu veux. Est-ce que tu as envie de partager un conseil avec nous? D'écriture? Comme tu le sens, écriture ou lecture? J'ai le premier qui me vient, je suis obligée de le dire, mais c'est justement de se méfier des conseils d'écriture qu'on entend. D'accord, c'est pas mal aussi. Vraiment, pour en donner depuis 5 ans, je suis beaucoup revenue en arrière sur des choses que je disais en 2020, 2021. Et aujourd'hui, c'est très drôle parce que je relâche prise sur des tas de choses que je considérais importantes pour écrire, pour le scénario, etc. Mais en fait, non, il faut écrire ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir, même si ça n'a ni queue ni tête. Et ça, c'est quelque chose qui... Et alors, déjà, j'ai dit « il faut ». Et normalement, je dis sur Instagram que si quelqu'un vous dit « il faut », suivi d'un conseil d'écriture, vous pouvez ignorer. Donc là, bon, je dis « il faut », mais en tout cas, ne pas oublier qu'on écrit pour le plaisir et que tant pis s'il y a des personnes qui pensent qu'il faut faire comme ça et que si ça convient pas, ça sert à rien de s'embêter. Après, c'est toujours intéressant de tester des nouvelles choses. Il y a des conseils d'écriture qui m'ont plu, qui m'ont aidé à progresser, parce que j'ai aussi fait des études en écriture créative, mais c'est vrai qu'il y en a aussi d'autres que finalement, avec le recul, je me dis, mais en fait, ça m'a plus embêté qu'autre chose. Et typiquement, le fameux show don't tell ne sert à rien. Pour moi, c'est le pire conseil d'écriture. Et c'est vrai que du coup, d'avoir entendu ça en long, en large, en travers sur les réseaux sociaux, on se mélange complètement, on ne sait plus ce qu'il faut faire et on ne sait plus écrire si on reste vraiment dans cet écosystème-là. Et j'ai eu une petite période comme ça à mes débuts. Donc vraiment de se méfier des conseils d'écriture qu'on entend. Et trouver le sien. Par contre, il y en a un qui nous fait nous dire « Ah, mais ça m'intéresse, ça pourrait être cool. » Dans ce cas-là, let's go. Oui, c'est ça, c'est en fait trouver, parmi toute la somme de conseils qu'on a autour de nous, trouver celui qui nous convient à nous et qui correspond à notre façon d'être, à notre façon d'écrire. Je comprends tout à fait. Le show don't tell, c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus, même... Bon, après, à chacun, effectivement, la meilleure méthode. Et on est plus à même de savoir ce qui nous convient que pas du tout. Je comprends. Une lecture peut-être à nous conseiller ou peut-être pas? Alors moi, c'est plutôt du registre de l'imaginaire et de la science-fiction, mais il y a des autrices que je conseille très régulièrement dans ces genres-là de l'imaginaire et qui sont souvent, qu'on voit pas toujours partout. Mais typiquement, pour moi, un des meilleurs romans de science-fiction que j'ai lu, c'est Les Oubliés de Lama de Florian Soula. D'accord. Et c'est une autrice française, pour ceux qui ne connaissent pas, d'imaginaire. Et c'était assez dingue pour moi de lire un livre de SF aussi bien, aussi génial même, et de me dire que ça avait été écrit par une Française comme moi, ingénieure comme moi, qui avait plus ou moins mon âge. Vraiment une grosse claque. D'accord. Quand on voit la qualité du bouquin. Ok. Et sinon, en autrice française que j'aime énormément et qui est très accessible d'ailleurs quand on va la voir en salon, etc., c'est Aurélie Wallenstein. Oui, je confirme. Là, pour le coup, l'imaginaire plutôt sombre, mais qui, je trouve, est très inspirante dans les choix de romans qu'elle écrit, dans la diversité qu'elle arrive à trouver en gardant pourtant des thématiques assez souvent les mêmes, quoi. Et bon, moi, c'est aussi pour le côté psychologique que j'aime beaucoup ces livres. D'accord. Et la dernière que je cite absolument tout le temps, au point que je me dis que tout le monde doit en avoir marre, c'est Stifts, qui est, elle, c'est très intéressant parce qu'elle est aussi illustratrice dans la vraie vie, elle fait des illustrations magnifiques, des couvertures, etc. Et du coup, elle a vraiment un style d'écriture très visuel. Oui, et c'est beau, c'est d'une beauté quand on lit ses livres, les paysages qu'elle décrit. On est dedans. Son roman, notamment Elvira. Moi, j'ai lu Alunia, mais même rien qu'Alunia, j'étais en plein dedans.
Il y a on voit qu'elle est illustratrice et qu'elle a une vision, justement, une vision du monde. Ça se voit, ça se sent, et c'est vrai que j'ai adoré me sentir immergée, comme dans Le Chant des voiles aussi, pareil, que j'avais lu de Tiffs, où on est en plein dedans, en fait. C'est ça. Et Elvira, je le trouve encore au-dessus. Parce que là, en plus, vraiment, il y a un style, il y a une patte. C'est un roman qui se passe dans un univers de glace et tout tourne autour de la glace. Son style d'écriture, ses métaphores, enfin, c'est vraiment, c'est une pépite. Ouais, il est dans mes livres numériques, dans ma petite palle numérique, donc qu'à ça ne tienne, il faudra que j'aille la lire pour de bon, mais j'ai tellement de livres, je voudrais avoir plus de temps. Plus de temps. Mais bon, si maintenant on veut te trouver sur les réseaux sociaux notamment, où est-ce qu'on peut te trouver ? Je suis principalement active sur Instagram pour mon activité d'autrice. Et mon compte s'appelle ingrid.lemer.auteur. Je ne suis pas très fan de ce auteur, mais j'ose plus changer parce qu'il est marqué partout, notamment sur mes livres. Ah oui, effectivement. Et c'est là que je suis la plus active. Je suis aussi sur TikTok, etc. Mais ça reste mineur. C'est vrai que ce que j'aime avec Instagram, c'est de partager aussi les coulisses et des stories et quelque chose qu'on voit un petit peu moins ailleurs. Et après, pour le côté conseil d'écriture, même si il faut pas écouter tous les conseils d'écriture, mon compte, c'est j'écris un roman. Et j'ai aussi une petite dark side qui est née avec le fait que mon compte a été désactivé à un moment donné. C'est j'écris un roman et après il y a un petit underscore. Et là, je mets des bêtises autour de l'écriture. D'accord. Je vais le développer celui-là cette année. Là, je suis happée par ce côté décomplexé, se lâcher la grappe et dire des conneries autour de l'écriture. Ok. Eh bien, écoute, je noterai dans la barre de description. Et tu as également un site internet. Alors, moi, j'ai écrit autrice et non auteur, donc auteurice. Oui. Je peux utiliser ce mot-là aussi, qui est ingridlemer.fr, tout attaché. C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. On peut trouver mes livres dédicacés, les salons et tout ça. Et si on veut t'écouter, on peut te retrouver sur le podcast qui s'appelle Le Café des auteurs, que je t'écoute d'ailleurs. Hein. Je suis assez assidue, mais c'est vrai que j'ai oublié de le noter dans mes notes, donc il va falloir que je le rajoute pour mettre dans la barre de description. Donc c'est noté. Un dernier conseil ou une dernière chose à partager avec nous, ou tu penses avoir tout raconté ? Il manque un peu... Le côté, alors j'ai parlé du côté magie de l'écriture qu'on a tendance à beaucoup délaisser quand on est happé par les réseaux et tout ça. Il manque un peu en ce moment, je me rends aussi compte que ce qui a énormément nourri mes romans, c'est la vie et les aventures que j'ai pu avoir avant. J'ai eu plusieurs périodes où j'écrivais pas forcément, mais j'allais faire des stages à l'étranger, j'ai été expatriée, j'ai fait le tour du monde, ce genre de choses. Et ça a énormément influencé, notamment les 2 premiers romans que j'ai écrits, les autres un peu moins. Et je trouve que quand on regarde des réseaux, on a un peu tendance à croire qu'il faut écrire de la romantaisie, oui. Ou en tout cas s'enfermer dans des genres, s'enfermer dans des tropes. Ça parle de tropes à tour de bras, mais il n'y a rien de plus triste qu'un trope, je trouve. Alors non, parce que ça aide à se situer, mais en fait, il ne faut pas oublier non plus que que c'est notre vie qui nourrit nos romans et notre passion, même si elles sont loufoques, et les rencontres qu'on a faites et les choses dont on est fier, même si ça peut sembler complètement anodin aux autres. Et c'est vrai que je dirais de se déconnecter un peu de ce côté réseaux sociaux, ça fait du bien. De se redemander pourquoi on écrit, vraiment. Pourquoi on a envie de raconter cette histoire, pourquoi on serait super fiers que nos proches lisent notre livre. Et ça n'a rien à voir avec les tropes, la romantaisie, les trucs qui marchent. C'est vraiment très très intime en fait, c'est la raison pour laquelle on écrit, quoi. Tout à fait, t'as raison. Et ben écoute, on note. Ça aide à se situer quand on s'est perdu en route, notamment dans notre histoire. C'est vrai. J'ai déjà accompagné des auteurs qui avaient un peu complètement pris un parti dans leur histoire en faisant la préparation, voire le premier jet. Et en rediscutant de la raison d'être de leur histoire, on se rend compte, mais attends, en fait, c'est pas du tout ça que je voulais écrire. Je suis partie dans un truc hyper dark avec des gangs, alors qu'en fait, je voulais écrire un truc très mignon et intime autour de qui ou ça. Et en fait, on en rit, mais c'est vrai que notre cerveau aime bien se compliquer la vie. On aime bien aller dans des complications, des trucs. Et aussi, on a un biais dans le cerveau qui est que si on est parti par là, on continue par là, peu importe s'il y a un mur au bout. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à, du coup, faire. Et en se déconnectant complètement de l'idée première. C'est difficile de se reconnecter à son idée première. Et pourtant, c'est elle qui est un moteur infini. Ok. Eh bien, écoute, je note pour moi-même. Et donc, chers auditeurs, vous pouvez noter également ce super conseil. C'est super intéressant.
Et bien voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Ingrid d'avoir été mon invitée. Avec plaisir. Je t'en prie. Et ton livre de SF fait partie de ma wishlist. Je pense qu'il ne tardera pas à rejoindre ma palle, mais il faut qu'il y ait le tome 2, parce que si tu nous fais un cliffhanger, je veux savoir la suite. Je veux pas rester bloquée. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver Ingrid sur sa page Instagram, ingrid.lemaire.auteur avec un E. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.